L'honorable député de Lac-Saint-Louis. Président, c'est la deuxième fois que je me lève en Chambre pour discuter de ce projet de loi. La première fois était évidemment à l'étape de la deuxième lecture. Si j'avais à donner un titre à mon discours, Monsieur le Président, je lui donnerais le titre une erreur, une décision qui va nous hanter pour bien des années à venir. Je crois que c'est une décision qui est mal conçue, la décision d'abolir le registre des armes à feu. Et j'ai participé évidemment aux audiences du comité où nous avons reçu plusieurs témoins des deux côtés de la médaille et je suis plus convaincu que jamais que nous allons dans la mauvaise direction. Mais j'aimerais parler plus particulièrement pour les 10 minutes que j'ai ce matin de certains des amendements que d'autres ont présentés aujourd'hui en Chambre et dont une couple sont quasiment identiques à des amendements que j'ai présentés au nom de mon parti au comité. Mais avant de commencer, j'aimerais souligner deux éléments du contexte dans lequel ce débat a évolué que j'ai trouvé un peu inquiétant. J'ai mentionné un des éléments tout à l'heure quand j'ai posé ma question à mon collègue du Yukon. Et c'est l'idée que plusieurs des témoins qui ont témoigné devant le comité, on a appris par après, à travers une question au feuilleton, étaient déjà des membres du comité aviseur du ministre sur les armes à feu. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, mais moi, quand je vois l'idée d'un comité aviseur, pour moi, c'est de rassembler des citoyens qui ont une diversité d'opinions sur une question, qui parfois ont une expertise technique vis-à-vis de la question, et des consulter pour tenter d'arriver à un consensus. Un comité aviseur, ce n'est pas un club de partisans qu'on se sert pour aller chercher nos partisans à la base du parti. Je crois que le comité aviseur sur les armes à feu du ministre ressemble plutôt à un véhicule partisan qu'à un vrai comité aviseur qui tente d'arriver au fond de la question. Monsieur le Président. Alors, c'est la première chose. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de transparence à ce niveau-là. Quand les témoins sont venus, on croyait qu'ils n'avaient aucun intérêt vis-à-vis de ce gouvernement, qu'ils étaient indépendants d'esprit. Évidemment, on écoutait avec une oreille un peu différente que si on avait su qu'ils travaillaient de pair, de main en main avec le ministre. Deuxième chose, c'est le rapport de la GRC, le rapport annuel de la GRC sur le rendement du programme des armes à feu. On doit constater qu'il y a une drôle de tendance qui s'est décidée ces dernières années. On dirait que le rapport est publié à des moments inopportuns pour ceux qui sont contre le démantèlement du registre des armes à feu. On a pu constater, par exemple, que le rapport de 2007 a été publié à la fin août 2008. C'est un délai raisonnable. Mais le rapport de 2008 a été publié seulement le 9 octobre. Donc plus tard encore, le 9 octobre 2009, il a été donné au ministre à ce moment-là. Il a été publié après le vote de deuxième lecture sur le projet de loi C-391, le projet de loi d'initiative parlementaire de la députée de Portage-Lisburn, qui visait à démanteler le registre des armes à feu. Le rapport de 2009, lui, a été publié le 14 octobre, et celui de 2010 vient d'être publié le 19 janvier, bien après les audiences du comité sur le projet de loi C-19, et bien après, évidemment, le vote de deuxième lecture qui a eu lieu à l'automne. Mr. Speaker, I'd like to talk about a couple of amendments that were presented today that mirror the amendments that I presented in the name of the Liberal Party at committee. The first was an amendment to ensure that the data was saved. Now, my honourable member from the Yukon neglected to mention that in the province of Quebec, no mandate was given to this government to destroy the data. And I would also say
as a second point, that to make the people of Quebec pay again for basically the same data is a form of double taxation. This government is guilty of double taxation of the people of Quebec, because the people of Quebec paid to create the database for the registry once already, and now if they want to maintain that service, the service of the registry, they will have to pay again. So I don't think that's quite fair from a fiscal point of view. And the other part about doing away with the database, Mr. Speaker, is that it violates not only the spirit of the Library and Archives of Canada Act, but the letter of that act as well. And that is why, in fact, Bill C-19 has to amend the Library and Archives Act in order to get rid of the data, as the bill says, as soon as possible. And this, the Library and Archives Canada Act is very important from the point of view of maintaining records that are important for the functioning of a democracy. It's very central to the idea of access to information by the people of Canada, of government information, and the bill C-19 won't, for example, require that the government obtain the opinion of the National Archivist before rushing to destroy the data. And Suzanne Legault, the Information Commissioner, said the following at committee: destroying records on this scale without first obtaining the consent of the archivist as required by Section 12 of the Library and Archives of Canada Act not only modifies the existing records management system, which seeks to ensure transparency and accountability in the disposal of such records, but in my view also seems to contrary to the federal court's decision in Bronskill. In that case, Justice Noel stated that the Access to Information Act and the Library and Archives of Canada Act are inextricably linked, such that Parliament considers access to information in Canada and document retention as essential components of citizens' rights to government information. So I think destroying the data is a very unfortunate thing. Now, in terms of the transfer of firearms in Canada, I must agree that the bill is creating a very dangerous situation. It is essentially opening up the transfer of firearms either by gun shop owners or by individuals trying to sell weapons by phone, on the internet, in whichever way they deem desirable. It is basically taking all supervision off of that process. It won't be necessary, for example, for someone selling a weapon, and that could be over the internet, to check if the person they're selling the weapon to has a firearms acquisition certificate. And this is very problematic. And now, if they can, the law says that they should feel that the person does have one. In their mind, they should be certain that the person has a firearms acquisition certificate. But that can mean anything. That will not necessarily lead someone to check. And they can check. They can call the registrar to find out if they want to go through the inconvenience of doing that. But the registrar won't have to keep a record of that call. So if there's a problem down the road, if there's a crime, if something happens, we won't be able to go to the registrar to try and help with the investigation. Now, my colleagues opposite will probably say, firearms owners are very responsible citizens, and I agree with that statement. I said it in my speech at second reading. The people I know in my community who own firearms happen to be the most sterling members of the community, the volunteers, they're ideal citizens, and this is not to impugn, people who own firearms, but just to give you an example of how we're leaving wide open the process of transferring firearms. In the United States, in the city of New York, the mayor asked his officials to investigate how firearms are transferred. And in the United States, you have to, if you're transferring a firearm, say through Craigslist or what have you, you have to check whether the person you're selling to has the right to own a firearm. In fact, it's a little stricter than it will be under this law because you have to check. But they found that in, I think, 62% of the cases, people disposing of firearms through the internet or any other way
would just not bother checking, even when the person buying the firearm said, look, you really shouldn't sell it to me. I may not get through the check. Thank you, Mr. Speaker.